propose de démarrer déjà cette première conférence sur comment se développe le savoir technopédagogique disciplinaire, et donc conférence qui a été préparée par Denis Berthiaume et par moi-même. Alors je vais partir de différents postulats de base qui concernaient donc la manière dont on développe son savoir technopédagogique disciplinaire. Puis Denis va intervenir sur une définition du savoir pédagogique disciplinaire. Il va le décortiquer en différentes dimensions, comme la base de connaissances pédagogiques, les spécificités disciplinaires, l'épistémologie personnelle, tout sera ça à expliquer, la base de connaissances technologiques et puis les stratégies pour développer ce savoir technopédagogique disciplinaire. Alors, au niveau des postulats de base, on dit d'abord dans un premier élément que les enseignants de l'enseignement supérieur ne sont pas formés à, que enseigner est une activité cognitive complexe. Alors, cognitive fait justement appel à des compétences intellectuelles. Et complexe, ça veut dire de haut niveau. Donc si parmi vous, certaines personnes connaissent la taxonomie de Bloom, où on démarre à des niveaux comme la mémorisation, les choix, etc., et on peut aller jusqu'à l'évaluation de projets ou de situations complexes, quand on est à des niveaux comme ça assez complexes, eh bien on se mobilise d'autant plus. Et c'est quelque chose qui ne va pas s'improviser, c'est quelque chose qui s'apprend, et ce n'est pas fait comme ça de manière totalement implicite. Il faut pouvoir expliciter certaines démarches et certaines procédures. Il y a d'ailleurs une étude qui a été menée à Stanford et qui démontre que quand on analysait différentes professions, et en tout cas les compétences qui étaient liées à ces professions, eh bien ce sont les compétences liées à l'enseignement qui étaient d'un niveau encore plus complexe que dans d'autres professions. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'enseignement, on n'est pas dans une logique de routine ou de procédure. On est en fait chaque fois amené à réfléchir ou à modifier la manière dont on va enseigner en fonction d'interactions, en fonction d'une technique, en fonction des étudiants, en fonction de l'évolution du contenu. Et donc rien que ça, eh bien, nous met dans un certain mouvement. Le deuxième postulat de base est que les enseignants du supérieur ne sont pas formés à la pédagogie à la base. C'est-à-dire qu'on part souvent du principe de se dire, eh bien, on a un spécialiste disciplinaire et que comme les savoirs disciplinaires sont très développés, eh bien, les enseignants sauront les enseigner de manière assez intuitive. Et on se rend compte que ce n'est pas nécessairement le cas et que le message qu'on nous envoie est un message un peu paradoxal entre vous devez développer des savoirs pédagogiques propres à votre discipline, mais vous n'allez pas nécessairement avoir une formation préalable pour cela, même si on sait que dans les hautes écoles, le KPS arrive, mais vous savez aussi que généralement, rares sont les jeunes enseignants qui se lancent dans cette démarche de KPS tout au début. Et on a 6 ans pour pouvoir le faire, et donc on démarre, et on le sait, sans nécessairement avoir travaillé par rapport à ces différents savoirs pédagogiques. Troisième postulat, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une difficulté réelle à relier le savoir pédagogique avec le savoir disciplinaire. Et une illustration qu'on peut utiliser serait par exemple quelqu'un qui a un prix Nobel. J'ai pris l'exemple de la physique, mais ça pourrait être n'importe quel autre prix Nobel. C'est donc quelqu'un qui est hyper spécialisé, qui est reconnu par les pairs en termes de travaux et vraiment de savoir professionnel, savoir disciplinaire, mais ce n'est pas pour autant que cette personne va réussir à faire un PowerPoint qui soit lisible, avec des images suffisamment grandes et qui va pouvoir porter une certaine pédagogie. Donc ce transfert de compétences, eh bien, il n'est pas inné et il s'apprend. Il est donc crucial, en fait, de pouvoir soutenir et d'accompagner le développement du savoir pédagogique disciplinaire des enseignants. Et donc, c'est pour ça quelque part que ce savoir technopédagogique disciplinaire a été défini pour justement prendre conscience des particularités liées à la discipline, mais liées aussi aux individus, et que donc comprendre ce que ça veut dire nous permettrait justement de pouvoir le développer. Et donc, pour ça, il faut qu'on le comprenne. Et donc, Denis ici va justement définir
ce que représente ce savoir pédagogique disciplinaire. On va démarrer avec une définition. Définition du savoir pédagogique disciplinaire, j'ai essayé d'en faire une qui était le plus simple possible. J'aurais pu prendre des mots plus complexes, mais je me suis dit que, voilà, j'avais déjà commencé ma carrière, donc pas besoin d'en rajouter. L'ensemble des connaissances et des compétences pédagogiques, donc spécifiquement en lien avec la pédagogie qui est l'enseignement et l'apprentissage, qui sont développées par un enseignant en fonction de sa discipline académique d'appartenance. C'est-à-dire que moi, si je suis mathématicien, je vais découvrir des choses au fil des ans qui vont faire partie de mon bagage de connaissances et de compétences. Et ce ne sera peut-être pas les mêmes choses que moi qui suis historienne, où je développe, encore une fois, des connaissances et des compétences pédagogiques. Les gens peuvent aller à des ateliers similaires, des ateliers communs, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tirer les mêmes conclusions de cet atelier, parce qu'ils auront tous un filtre qui va être leur filtre disciplinaire. Donc la question qu'on se pose ici, c'est justement comment le filtre disciplinaire nuit ou aide les gens à développer ce bagage de connaissances ou compétences pédagogiques. On peut faire des liens avec ce qu'on va appeler des concepts qui sont connexes, comme tout le concept de transposition didactique qui a été développé par Yves Chevalard, où on va se dire, mais le didactique, c'est en fait de réunir le pédagogique et la discipline dans un tout cohérent. Alors oui, en même temps, la plupart de la littérature sur la transposition didactique ou sur la didactique s'arrête généralement à l'entrée de l'université. On fait très peu de recherches sur la didactique des disciplines au niveau universitaire. Donc on a quand même des limites ici en termes de connaissance ou compréhension de comment les enseignants développent ces savoirs pédagogiques au niveau universitaire. Et puis pour les anglo-saxons, il y a un concept qui s'appelle le Pedagogical Content Knowledge, donc le savoir pédagogique lié au contenu, de Lee Schulman, qui a été développé dans les années 90, qui reprend ça, sauf que Schulman a travaillé sur les enseignants primaires et secondaires. Donc là, on travaille sur, moi je suis enseignant, je développe un bagage pédagogique et je l'applique aux cours d'histoire que je dois donner, aux cours de français que je dois donner, aux cours de mathématiques. Là, on n'est pas du tout dans la même chose. À l'enseignement supérieur, on a des gens qui sont d'abord et avant tout des spécialistes disciplinaires qui ensuite développent des compétences pédagogiques dans le cadre de leur discipline. Donc ces concepts-là fonctionnaient un tout petit peu moins bien, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ma thèse, j'avais décidé de travailler sur qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle par rapport à ça, et comment on pourrait expliquer le savoir pédagogique disciplinaire des enseignants, et comment ça se développe. Alors, le savoir pédagogique disciplinaire, là je vais vous résumer une cinquantaine d'années de recherche autour du sujet en environ 3 minutes, avec beaucoup de dessins, donc ça devrait être assez simple à comprendre. Alors, quand on s'intéresse à cette question-là du savoir pédagogique disciplinaire, il y a certains chercheurs qui travaillent sur un truc qu'on appelle la base de connaissances pédagogiques, où on se dit, un enseignant, une enseignante, pour enseigner, a besoin d'une boîte à outils. Sa boîte à outils, c'est ce qu'on va appeler la base de connaissances pédagogiques. Et dans cette boîte à outils-là, généralement, on va retrouver 3 choses. On va retrouver ce qu'on appelle des objectifs ou des intentions, c'est-à-dire la personne, elle a envie de faire quoi dans ses enseignements. Et ça peut être de très courte portée. Donc moi, dans le cadre de ce cours ou de ce TD, voilà ce que j'ai envie de faire avec les étudiants. Tout comme ça peut être de très longue portée, de dire, moi, à titre d'enseignant-chercheur, tout au long de ma carrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que je vise chez les étudiants? Donc, les objectifs sont les éléments qui vont un peu guider les autres ressources de la boîte à outils. Deuxième ressource dans cette boîte à outils, c'est ce qu'on va appeler les connaissances, ou parfois on dit les structures de connaissances. Et là, c'est tout le savoir formel et informel lié à l'enseignement. Alors, vous allez à un atelier du CAP, vous entendez parler de la zone proximale de développement de Vygotsky. Alors, c'est un truc que vous mettez dans votre boîte à outils, la zone proximale de développement. Vous allez à un autre atelier, on vous parle de la taxonomie de Bloom.
c'est un autre élément que vous utilisez et qui va entrer dans votre boîte à outils. Le souci, c'est qu'il y a une troisième composante dans la base de connaissances pédagogiques, et c'est ce qu'on va appeler les croyances. Et les croyances, c'est sympa parce que c'est le genre de truc auquel on est hyper attaché. Et ce qui est un petit peu malheureux, c'est que c'est souvent des trucs qui sont absolument pas fondés ou prouvés. Mais on aime bien y croire. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances. Vous savez, j'ai une fois quelqu'un qui me dit ah, moi je crois que c'est mieux de prendre des notes parce qu'il faut que le geste de la prise de notes qui remonte jusqu'ici a un meilleur impact sur le cerveau. On n'a pas de recherche qui explique ça, de recherche empirique qui explique ça. Il y aura d'autres facteurs qui vont expliquer que la prise de notes va avoir un impact, et ça sera probablement le fait que lors de la prise de notes, je prendrai du recul pour analyser ce que je suis en train de noter, comment je suis en train d'organiser, et donc ça aura un impact sur l'organisation au plan cognitif. Ou encore des gens qui vous disent, les étudiants parfois, qui vous disent « Ah non, 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 pour bien apprendre, il faut prendre des notes en couleur. » Et puis, alors comme ça, on met beaucoup de couleurs dans ces notes et puis on apprend mieux. Il n'y a pas de recherche empirique qui montre ça. Si les couleurs sont associées à une codification, une façon d'analyser ce que je prends au fur et à mesure, oui, là, il y aura un impact. Et en fait, les croyances, elles sont très importantes parce que très souvent, en l'absence de connaissances, c'est les croyances qui prennent le dessus. Moi, il me semble que les étudiants sont comme ça. Moi, il me semble que quand on fait ça, c'est mieux, sans le savoir. Donc là, je suis dans une situation où je suis constamment en train de jongler entre mes intentions, mes connaissances et mes croyances. Donc, premier élément du savoir pédagogique disciplinaire, ce sera cette base de connaissances pédagogiques. Donc, en tant qu'enseignant, je devrais être capable de faire l'inventaire. Quelles sont mes intentions, mes objectifs? Qu'est-ce que je sais sur l'enseignement et l'apprentissage? Et puis, quels sont les trucs qui me paraissent particulièrement importants, intéressants, mais que je n'ai pas nécessairement testés, ou que je n'ai pas mis à l'épreuve, mais auxquels je suis très attaché, et qui vont peut-être interférer avec certains apprentissages, certains types de connaissances parfois. Est-ce que sur la base de connaissances pédagogiques, il y a des questions? Ça va pour la base de connaissances pédagogiques? Donc, vous avez tous et toutes, vous qui êtes enseignants, enseignantes, une base de connaissances pédagogiques que vous emplissez comme une boîte à outils au fil des ans où vous enseignez. Et puis, des fois, vous vous dites, mais dans mon cas, dans ma discipline, ça fonctionne pour telle raison. Et d'autres fois, vous vous dites, mais en fait, non, ça fonctionne pas du tout dans ma discipline. Et ça, c'est un deuxième apport de la recherche sur le sujet, c'est toute la recherche sur ce qu'on appelle la spécificité disciplinaire. Alors, quand je vous demandais tout à l'heure, est-ce que vous venez des sciences humaines ou sociales ou inhumaines et asociales, c'est une façon de parler de spécificité disciplinaire. Parfois, les gens parlent de sciences de la vie et sciences de la non-vie, ce qui est un peu particulier, et c'est une autre façon de catégoriser les disciplines. Parfois, on vous dit il y a des sciences appliquées, il y a des sciences fondamentales. On vous dit il y a des trucs qui sont des sciences, il y en a qui ne sont pas des sciences, et ainsi de suite. Alors, il y a diverses façons de parler des disciplines. Et comme on évoquait à l'instant, ces façons-là peuvent évoluer dans le temps. Vous savez, j'aime bien donner l'exemple aux gens, et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 150 ans, la psychologie et la philosophie étaient dans la même discipline. La psychologie faisait partie de la philosophie, jusqu'à ce qu'on développe les méthodes expérimentales pour la psychologie. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que 150 ans plus tard, pour soigner des troubles comme la dépression, qu'est-ce que l'on fait? On dit, mais finalement, au-delà des aspects psychologiques, chez beaucoup de gens, il y a un souci de philosophie de vie, leur façon de voir les choses, et on va travailler davantage sur l'aspect philosophique. Donc 150 ans plus tard, on revient en arrière et on est en train de se dire, à trop vouloir rendre spécifiques les disciplines, on a perdu certains aspects de leur discipline. Donc, c'est juste pour vous montrer que cette spécificité disciplinaire-là, on en parle depuis très longtemps, et dans la littérature, on en parle de deux façons. Parfois, on va vous parler de structure épistémologique, la structure de la discipline. Ah non, nous, en sciences informatiques, c'est comme ça, en mathématiques, c'est comme ça, en histoire, c'est comme ça. Ça s'enseigne comme ça parce que c'est construit comme ça, il y a des sous-disciplines, il y a des organisations et ainsi de suite. Et puis il y a des moments, en fait, on est plus dans ce qu'on va appeler des cultures,
où en fait, nous, on a vu les choses s'enseigner comme ça, s'apprendre comme ça, donc finalement, on le reproduit. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé avec des mathématiciens. Des mathématiciens de l'université McGill à Montréal, de l'université de Southampton au Royaume-Uni et de l'université de Lausanne en Suisse. Les mathématiciens des 3 institutions enseignaient tous différemment. Et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient « Ah, c'est parce que c'est les mathématiques. Les mathématiques sont organisées comme ça. » Dans le fond, donc, on va attribuer à la structure de la discipline un poids qui va faire que, ouais, faire tel genre de questions, poser des questions, organiser un problème comme ça en mathématiques, ça ne va pas fonctionner. Je dois plutôt l'organiser de la façon suivante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 mathématiciens qui ont des regards différents sur leur discipline. Et c'est pour ça qu'on va dire que la spécificité disciplinaire, elle est autant structurelle que culturelle. Si on vous a toujours enseigné d'une certaine façon, vous allez en venir à croire que c'est la seule façon avec laquelle votre discipline est structurée. C'est pour ça que dans certaines universités, on va insister que les gens aillent faire un postdoc dans une autre institution avant d'être recrutés dans un poste académique. Ou parfois, on va dire, si vous faites licence, master, doctorat dans la même institution, ce n'est pas idéal parce que vous êtes acculturé à une façon de voir votre discipline. Donc, il y a tout un champ de recherche autour de ça. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le savoir pédagogique disciplinaire, d'un côté, il y a mon bagage pédagogique, il y a ma boîte à outils, et de l'autre, il y aura cet environnement disciplinaire qui va m'amener à regarder les choses différemment, soit en fonction de comment c'est construit, soit en fonction de comment on m'a enseigné et de l'expérience que j'ai vécue. Alors, une autre petite anecdote ici, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle. Personne n'est parfait, donc ça ira. Est-ce qu'il y a des philosophes dans la salle? J'en doutais bien. Donc, philosophie, mathématiques. En maths, souvent, les gens vont dire « mais nous, notre discipline, elle est très cumulative. Il faut absolument donner les notions de base d'abord pour ensuite passer à des éléments plus complexes et ensuite les appliquer. » En philo, c'est absolument pas le cas. En philo, on va dire que c'est une discipline qui est davantage comparative. On peut parler de Platon d'abord et ensuite parler de Socrate, ou l'inverse. On peut parler de Socrate et parler de Jean-Jacques Rousseau, et on est dans cette logique comparative additionnelle, où les connaissances vont s'additionner, mais sans nécessairement avoir une séquence particulière. Donc vous voyez déjà que le mathématicien ou la mathématicienne va se dire oui, ces méthodes pédagogiques-là, d'accord, mais pour moi, il y aura une séquence dans laquelle je vais les appliquer. Alors que le philosophe ou la philosophe va se dire moi, j'ai beaucoup plus de liberté dans la façon avec laquelle je vais appliquer les méthodes pédagogiques ou les différents trucs pédagogiques que je vais développer. J'imagine que vous, dans votre discipline, vous avez des gens qui enseignent, des collègues qui enseignent pas du tout de la même façon que vous. Et qui pensent complètement différemment sur la bonne façon d'enseigner tel concept ou la bonne façon d'enseigner tel concept. Et c'est là qu'on fait une différence, entre autres, avec la didactique au niveau primaire et secondaire. C'est que vous, en fait, vous êtes tous et toutes recrutés parce que vous êtes des spécialistes d'un sujet pointu. Moi, mon domaine, c'est la vie sexuelle des fourmis pygmées d'Asie orientale. Et je suis le grand spécialiste européen du sujet. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait me dire ou m'enseigner comment enseigner ma discipline alors que je suis le spécialiste unique en son genre? Et c'est ça la particularité de l'enseignement supérieur aussi, c'est qu'on a des individus qui sont sur des créneaux très très spécifiques, et donc le savoir pédagogique disciplinaire, ce n'est pas un truc que l'on va retrouver de façon homogène à l'intérieur d'une discipline. On va voir que d'une personne à l'autre, ça évolue. Et le facteur qui fait que ça évolue le plus, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie personnelle. Alors là, vous allez apprendre des grands mots ce matin. Épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui étudie le savoir, donc la philosophie des sciences, la philosophie du savoir. Personnelle, la philosophie d'une personne à l'égard du savoir. Moi, je trouve que les choses, c'est noir ou blanc, c'est vrai ou faux, et puis il n'y a pas d'entre les deux. Alors que dans d'autres cas, les gens vont dire « Ah non, non, mais c'est jamais complètement noir ou blanc, complètement vrai ou faux ». Et vous savez, il y a des disciplines, moi je travaille souvent avec les ingénieurs, est-ce qu'il y a des ingénieurs dans la salle?
Là, moi, j'adore travailler avec vous parce que généralement, je vous dis, dans ce cas-ci, ce qu'il va falloir faire, c'est ça. Et là, vous dites, d'accord, c'est pour quand? Alors que quand je travaille avec des sociologues ou des travailleurs sociaux, est-ce qu'il y en a dans la salle? Généralement, c'est, mais à quelle fin? Quelle est l'utilité? Pourquoi? Ne pourrions-nous pas envisager plutôt faire de telle façon? Parce qu'on a des disciplines, justement, qui sont très cohésives au plan paradigmatique, c'est-à-dire la façon de penser la discipline, on a quand même davantage de cohésion, alors qu'on en a d'autres où c'est beaucoup plus éclaté. On va avoir des façons de regarder notre discipline qui vont être soit contraignantes, ou moi en tant que biochimiste dans ma discipline, je me sens que je dois quand même faire comme les autres. Ou encore, je peux être un biochimiste rebelle et dire ouais, je sais que tout le monde enseigne comme ça en biochimie, mais moi j'y crois pas, je trouve que ça serait mieux de le faire comme ça. Et en fait, l'épistémologie personnelle, c'est ça. C'est dans quelle mesure est-ce que je me sens contraint par les habitudes de ma discipline, de mes collègues dans la discipline. Et là, juste pour vous donner un petit peu plus de détails ici, en fait, on va découper ces éléments-là autour de qu'est-ce que c'est que le savoir, qu'est-ce que c'est que construire du savoir et qu'est-ce que c'est que évaluer le savoir. Comment je fais pour dire qu'un savoir nouveau, il est valide ou il ne l'est pas? Et je vous donne des exemples. Moi, j'ai un collègue de l'université McGill qui a décidé un jour d'apprendre à jouer au golf. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheté un bouquin épais comme ça et il a appris à jouer au golf en lisant son bouquin, en le lisant et en le relisant. Lui, il a une approche qui dit que le savoir, ça se trouve dans les livres. J'ai d'autres collègues qui étaient 2 profs à l'université qui, eux, une journée, ont décidé de changer les fenêtres de leur maison. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on est des universitaires, on ne sait absolument pas faire ça. On va trouver un employé dont c'est le métier, qui aura l'expertise de changer des fenêtres et qui va le faire. Pour eux, le savoir, il y a des gens qui sont spécialisés dans un domaine et c'est eux qui vont le faire. Alors que d'autres personnes auraient dit, mais changer une fenêtre, c'est pas très compliqué. Je regarde le truc, je lis un peu sur Internet, il y a même à la rigueur une vidéo, et puis je sais comment faire. D'autres personnes auraient appris à jouer au golf en allant regarder les gens jouer au golf et en tapant sur des balles. Vous voyez, donc il y a différentes façons d'aborder le savoir qui font que moi, en tant que chimiste, ou moi, en tant qu'historienne, je me sens peut-être contraint d'agir d'une certaine façon pour être conforme à la culture de ma discipline, à la spécificité de ma discipline, ou pas. Et c'est la raison pour laquelle on peut trouver 2 mathématiciens dans la même université qui ont fait une formation au même endroit et qui vont avoir des visions très différentes sur l'enseignement de leur discipline. Et en fait, le savoir pédagogique disciplinaire, c'est ça. C'est de relier ces 3 éléments-là, la base de connaissances pédagogiques, les éléments externes qui sont la culture de la discipline, la structure de ma discipline, et puis ma posture personnelle sur est-ce que je me sens libre, est-ce que je me sens contraint, est-ce que moi je vais faire comme les autres ou est-ce que je fais différemment? Et c'est très complexe, et c'est pour ça qu'on disait que c'était une activité cognitive complexe, parce qu'on doit réunir des éléments qui sont très très différents et qui vont rapidement bouger, rapidement évoluer. Et complexe aussi parce que ce n'est pas seulement les 3 blocs qui vont être liés, mais en fait l'ensemble des catégories à l'intérieur des blocs. Et le savoir pédagogique disciplinaire, c'est à certains moments, je me dis « Ah tiens, dans ma discipline, les collègues font ça, mais j'ai entendu parler une fois de l'apprentissage par problème, et moi je trouve ça bien de laisser les gens découvrir et poireauter un peu dans leur apprentissage plutôt que de leur dire tout. » Cette combinaison-là, elle va être unique à moi, et elle va faire que je développe mon savoir pédagogique disciplinaire. Par rapport à cette partie, je vais vous présenter en fait la 4e partie du modèle, qui est donc là issue de travaux complémentaires par rapport à cette première approche de Denis Berthiaume, et qui intégrait les bases de connaissances technologiques. Puisqu'entre le moment où Denis avait pensé son modèle pour expliquer un peu le fonctionnement des enseignants et puis l'actualité, eh bien, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un boom technologique et qu'il fallait aussi pouvoir faire rentrer ces dimensions dans la manière de concevoir des enseignements. Et c'est notamment basé sur donc, les développements techniques, mais aussi sur ce qu'on sait maintenant de la manière dont on appréhende ces technologies. Vous savez que
quand on démarre par exemple sur une plateforme en ligne, on voit d'abord toute une série d'onglets ou de mots sur lesquels on peut cliquer, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et même en tant qu'enseignant, on est parfois démuni par rapport à cet environnement. Alors une manière de repenser son enseignement par rapport à un environnement technologique, c'est par exemple ce qu'on appelle la scénarisation. Donc apprendre à décortiquer des contenus, des méthodes, des tâches, des actions des étudiants sous forme d'une scénarisation où on va revoir l'ensemble des contenus disciplinaires et pour pouvoir créer un cours éventuellement en ligne ou un cours interactif. Alors, cette scénarisation, elle s'apprend donc et elle va influencer. On voit qu'elle a des influences sur notamment des contenus disciplinaires. Et je vais vous donner 2 exemples par rapport à ça. Il y a dans mes rencontres un jour un enseignant qui me disait oui, moi j'utilise les technologies, mais en fait je fais juste des captures podcast de certaines parties théoriques qui me semblaient répétitives d'une année à une autre, et donc je les ai filmées. Et voilà, je les laisse à disposition des étudiants et je profite éventuellement du cours pour faire d'autres choses, des activités. Et donc ce choix technologique de l'enseignant avait été basé sur le fait que dans sa discipline et dans le contenu qu'il voulait enseigner, il avait différencié des contenus théoriques qu'il estimait plus répétitifs, et donc il s'est dit, là je peux les filmer et les rendre en forme de podcast, et puis des contenus plus pratiques qui nécessitaient des présences, des interactions et éventuellement l'animation de travaux pratiques. Un autre exemple, c'est une personne qui avait transformé totalement son cours qui se donnait en présentiel, il l'a transformé à distance. Donc pour ça, il a suivi une formation à l'e-learning et en fait, il a appris à scénariser son cours avec les technologies. Et ce qui a été assez étonnant, c'est qu'en décortiquant chacun de ces contenus, en vue de pouvoir le mettre en ligne, il s'est dit, mais en fait, avant ça, et là on repense à spécificité disciplinaire et dans la construction qu'il avait au niveau de sa discipline, il s'est dit, mais je voyais tel contenu avant, et puis je voyais ça, je voyais ça. Bien maintenant que j'ai scénarisé mon cours pour l'enseignement à distance, je ne veux plus faire comme ça, et je trouve que ça a plus de cohérence d'amener d'abord ce contenu et puis de le faire découvrir autrement. Et donc voilà, les technologies ont eu là un impact sur la base de ses connaissances pédagogiques parce que les tâches ont été différentes, sur la manière de voir sa discipline, mais également sur ses croyances de comment on construit le savoir, puisque ça a changé. Et donc ça s'est un peu entremêlé. Tout ça pour dire que dans ces connaissances, les bases de connaissances technologiques, on va aussi retrouver des composantes liées aux connaissances qu'on peut avoir. Donc, est-ce que je sais, par exemple, utiliser un tableau blanc interactif? Et si pas, je vais avoir évidemment plutôt tendance à utiliser le tableau encore classique avec des craies. Mais si je peux utiliser le tableau blanc interactif autrement que la simple substitution, donc ce n'est pas juste un outil qui est beau, qui est là dans ma classe, mais je veux par exemple en garder des traces des interactions qu'il y a eu avec les apprenants, et bien là, c'est dans les connaissances que je vais pouvoir évidemment mettre ces différentes composantes. Chaque fois que je vais faire une formation par rapport à des outils technologiques, eh bien, ça ira dans mes connaissances technologiques. Mais il y a aussi toute une série de croyances. Alors, des croyances actuelles sont par exemple par rapport au MOOC, donc les Massive Open Online Course, et on peut se dire, eh bien voilà, ça c'est la solution toute faite et toute trouvée par rapport à la massification dans nos auditoires. Puisque ce sont des cours qui sont destinés à la masse, il n'y a plus de problème de massification, puisque les étudiants peuvent aller suivre les MOOC. Et puis, on réfléchit, c'est une croyance, et on se dit, oui, mais est-ce que c'est vrai, pas vrai? Et puis maintenant, on commence à se rendre compte que ça ne touche, en termes d'apprentissage, que peut-être 10-20% d'une population générale, parce qu'il faut déjà que cette population soit suffisamment autonome et responsable que pour aller dans les modules et les suivre jusqu'au bout. Donc, quand un MOOC annonce 10 000 inscrits, super, mais quand on regarde qui termine le MOOC, ils sont peut-être plus que 100, 150 ou 1000 si tout va bien. Donc là, on a vraiment là des réalités qui sont faites, mais il y a d'autres croyances par rapport au MOOC aussi, qu'on voit de plus en plus arriver dans nos manières d'enseigner, qui est de dire, mais on peut reprendre des bouts de ces MOOC et les injecter dans nos cours, faire un peu un principe, par exemple, de classe inversée. Et là, on revoit toute une dynamique qui peut être différente en se disant, tiens, ça existe, ce contenu est là,
je peux maintenant l'utiliser et rebondir pour revoir mon enseignement. Et on est quand même encore là dans un stade de croyance parce qu'on pense qu'effectivement le fait par exemple de permettre aux étudiants d'avoir certaines parties sous forme d'apprentissage en ligne permettrait de réinvestir le présentiel autrement. Si on est confronté à des grands groupes, peut-être de diviser le grand groupe en petits sous-groupes et d'avoir une interactivité plus importante en petits sous-groupes. Et donc voilà, mais on est encore quand même en stade de croyance parce que le recul, les études commencent seulement à arriver. Et donc après, ça pourra peut-être aller vers les connaissances. Alors vous avez vu que ces sphères, elles sont donc largement entremêlées. Et là, il y a quand même pas mal d'études dans la littérature qui ont montré des corrélations pour les personnes ici qui ont des aspects un peu plus scientifiques et qui souhaitent vraiment s'y attarder. On a pu prouver des corrélations fortes entre la base de connaissances pédagogiques et les connaissances technologiques, hein, c'est vraiment ce lien technopédagogique, et ça c'est toute la littérature, Marcel Lebrun a beaucoup documenté sur la question. Les connaissances pédagogiques par rapport aux spécificités disciplinaires, on retourne dans Schulman, par rapport aussi au fondement même de la didactique. Si on recherche par rapport à l'épistémologie personnelle, les disciplines et les bases de connaissances pédagogiques, il y a donc les travaux de Denis Berthiaume avec le savoir pédagogique disciplinaire. Si on regarde avec les composantes technologiques, tous les travaux liés au Technological, Pedagogical and Content Knowledge, le TPAC, qui a aussi montré des études sur quand même des milliers d'enseignants, qu'il y a bien des corrélations positives entre les connaissances technologiques, la discipline et les connaissances pédagogiques. Et dans mes travaux, j'associe ces 4 sphères et j'ai pu montrer aussi qu'il y avait vraiment des incidences. Donc ça ne veut pas dire qu'on utilise tout. C'est un peu l'intervention que j'ai eue tout à l'heure. Certains parmi vous n'utilisent pas du tout les technologies. Ça ne veut pas dire qu'il vous manque quelque chose dans votre manière de fonctionner. Mais d'autres utilisent les technologies et on voit que ça influence du coup leur construction du savoir, leur vision de la discipline, leur représentation par rapport aux croyances. Certains parmi vous vont faire des choix au niveau de leur enseignement vraiment ancrés sur comment j'ai appris dans ma discipline. Et donc, c'est vraiment ce champ-là disciplinaire qui va prendre le dessus sur les 3 autres composantes. D'accord ? Donc, il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre d'enseigner. C'est juste que nous avons ça en nous de manière différente et qu'il faut pouvoir apprendre à, quelque part, prendre conscience de, tiens, en fin de compte, moi, quand je fais tel choix dans mon enseignement, ce qui m'influence le plus, c'est ça. Ce qui m'influence le plus, c'est eh bien oui, mes croyances, parce que moi, je crois par exemple au changement technologique, et ces croyances-là, elles vont me porter à innover. Je vais être un innovateur. Je vais tester des choses parce que j'ai des croyances qui sont fortes, et j'ai envie quelque part de les fonder après et de pouvoir faire des expériences. D'autres vont se dire, moi je suis un chercheur vraiment à la pointe, c'est ma discipline, et par rapport à ça, oui, il y a vraiment en finesse comment je vais construire les différents éléments dans mon métier. Alors, je vous disais tout à l'heure que ce modèle était très complexe et que donc, vous l'avez vu ici, mais on va rajouter des éléments, et c'était pour répondre à la question tout à l'heure que j'ai eue, oui, mais par rapport aux étudiants, etc. Eh bien, en fait, chacune des sphères est composée en fait de plein de dimensions différentes. Alors, je vais les survoler avec vous, parce que là, on rentre déjà dans des détails, mais simplement pour dire qu'on va vraiment toucher justement différents éléments. Je vais en commenter certaines, justement pour illustrer les propos. Mais donc ici, on reprend simplement donc, les bases de connaissances pédagogiques avec les 3 sous-dimensions que vous avez vues tout à l'heure. Et vous voyez qu'au regard, par exemple, des objectifs en lien avec l'enseignement ou les connaissances, on a toute une série de dimensions qui ont pu être déterminées par notamment des études de cas que Denis a menées ou que moi j'ai menées également. Et donc, dans les propos des enseignants, on a pu vraiment dire, eh bien voilà, tel enseignant rapporte tel élément, et on va plutôt le classer dans cette dimension-là. Et donc, voilà, ça se veut plus ou moins exhaustif, mais voilà, on n'est jamais non plus en sciences humaines, ben voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va être précis à 100%. On n'en a en tout cas pas la volonté. Voilà, on reste humble par rapport à tout ça.
Et donc, par rapport aux spécificités disciplinaires, il y a aussi donc toute une série de dimensions, par rapport à l'épistémologie personnelle aussi, et par rapport aux connaissances technologiques aussi. Alors, quelles sont-elles ? Voilà, beaucoup de textes ici sur la dia, mais par exemple, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, si je reprends dans les objectifs en lien avec l'enseignement, eh bien ça c'est mes objectifs que je vais formaliser, oui, en termes de cours, mais aussi peut-être par rapport à un niveau dans ma classe. Je sais que si j'enseigne par exemple en haute école, mais aussi en promotion sociale pour un même type de cours, eh bien là mes objectifs vont peut-être être différents parce que je vais m'adresser d'abord à des adultes ou qui ont déjà une expérience professionnelle ou bien à des primo-étudiants. Je ne vais pas aborder mes objectifs de la même manière. Aussi par rapport à la manière dont je veux réaliser ces objectifs par étapes, par exemple, etc. Au niveau des connaissances, il va bien sûr y avoir des connaissances pédagogiques liées au contenu, mais on va aussi avoir les connaissances liées à l'apprentissage et aux apprenants. Donc, qu'est-ce que je sais des étudiants que je vais avoir face à moi? Est-ce qu'ils sont en premier bloc, en deuxième bloc? Est-ce que c'est des étudiants qui ont déjà été sur le terrain, etc. Les connaissances que je peux avoir et qui peut influencer évidemment la manière dont je vais concevoir mes activités d'enseignement. Il y a aussi, par exemple, relative aux aspects logistiques, j'en parlais tout à l'heure, l'auditoire, si c'est une petite classe, est-ce que c'est des classes qui ont déjà du mobilier qui bouge, mobile, un TBI, etc. Ça peut jouer également. Au niveau donc aussi des croyances, les croyances liées sur l'enseignement, aux conditions d'instruction, au fait que on a parfois entendu parler de telle ou telle chose, eh bien voilà, quelles sont mes croyances aujourd'hui par rapport à différentes réformes, par exemple sur les UE, quelles pourraient être mes croyances par rapport à ça. Au niveau des spécificités disciplinaires, on va aussi retrouver toute une série de dimensions. Donc, par exemple, comment se décrit cette discipline selon moi, comment elle s'organise, quelles peuvent être les relations entre d'autres disciplines qui peuvent être connexes ou au contraire très éloignées, comment j'ai appris dans cette discipline et donc comment est-ce que traditionnellement on va enseigner cette discipline, qu'est-ce que les maîtres nous disaient. Donc, qu'est-ce qu'apprendre dans ces disciplines? Ma vision toujours. Connaître dans ces disciplines, ça veut dire quoi? Quels sont les attendus disciplinaires qu'on va avoir par rapport à ça? Et quelles sont les pratiques courantes qu'on peut retrouver dans la discipline? Par rapport aux croyances, et donc tout ce qui concerne la sphère de l'épistémologie personnelle, on va avoir différentes croyances qui peuvent être déclinées surtout en termes de ça veut dire quoi. Donc, si on me demande par rapport à un savoir ou sur la nature du savoir, oui, mais ça veut dire quoi vraiment cette nature du savoir? Ça veut dire quoi évaluer le savoir? Ça veut dire quoi de construire le savoir de telle manière? Et donc là, c'est re-questionner chaque fois ces différentes sphères en s'interrogeant vraiment sur la philosophie sous-jacente. Et au niveau des bases de connaissances technologiques, c'est toutes les connaissances qu'on peut avoir, que ce soit d'un outil sur son usage, mais aussi peut-être sur des modèles technologiques qui existent et qui peuvent nous dire, par exemple, si on va substituer ou si au contraire on veut améliorer ce qu'on faisait déjà avec un peu plus d'audiovisuel, par exemple, ou bien si on va carrément transformer, donc le modèle SAMR, donc là, ça fait partie des connaissances technologiques. Et si je passe au niveau des croyances, eh bien, qu'est-ce que je peux penser ou qu'est-ce que je crois sur l'usage de tels supports technologiques, sur les technologies par rapport à la discipline. Oui, par exemple, quelqu'un pourrait me dire « Oui, mais c'est bien joli d'utiliser des podcasts, mais moi, je suis médecin. Vous voyez déjà un médecin qui apprend à faire un diagnostic par podcast, c'est pas possible. » Et donc, voilà, là, c'est déjà dans les croyances, là, on est dans l'épistémologie, mais on est aussi dans des croyances liées aux technologies, puisqu'il y a un frein lié au support, et donc d'autres qui vont dire il y a des disciplines qui s'y prêtent mieux que d'autres. Et donc voilà, tout ça c'est vraiment dans l'objet des croyances liées aux technologies ou liées au savoir qu'on pourrait transmettre. Je donnais l'exemple tout à l'heure de l'enseignant qui avait fait un podcast par rapport à des contenus théoriques, parce que pour lui, une de ses croyances, c'était que certains types de contenus se prêtent bien par rapport aux technologies et d'autres pas. Donc voilà. Par rapport maintenant aux manières de développer ce savoir technopédagogique, disciplinaire,
En fait, on peut aborder 3 types de stratégies. Je terminerai l'exposé comme ça, et puis je vous laisserai encore un tout petit peu de temps pour poser des questions. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait des manières propres à chacun d'entre nous. Je vous disais que c'était vraiment un outil qui nous permet de prendre conscience de comment on fonctionne en tant qu'enseignant, et que donc je peux très bien me dire, au travers des différentes expériences d'enseignement que j'ai, eh bien, de manière individuelle, voilà ce qui me pose question, ou voilà ce que j'ai appris aujourd'hui, etc. Alors pratiquement, comment on peut le faire? Ici, on a des outils comme un carnet de bord ou un portfolio, mais on ne se voit pas tous les jours après une journée d'enseignement commencer à remplir son portfolio en son carnet de bord. Un des trucs que Denis donne souvent, c'est de se dire, mais ayez toujours un bloc de post-it avec vous. Et que chaque fois que vous êtes au cours, si une idée arrive, si une interaction vous fait « Tiens, mais c'est vrai que la question de là, cet étudiant me fait penser que j'ai expliqué ça comme ça, mais c'était peut-être pas clair, et que c'est vrai qu'en lui répondant, j'ai trouvé un meilleur chemin qui me paraissait beaucoup plus clair. » Et donc, on le note sur le post-it. Et tous les X temps que vous déterminez dans votre pratique, vous reprenez ces post-it que vous avez laissés en plus dans les marges de vos notes, de votre syllabus ou de votre classeur, et vous pouvez peut-être recompiler toute une série de remarques que vous faites à vous-même en vue d'améliorer éventuellement ou de bouger par rapport à votre savoir technopédagogique disciplinaire. Et ça, c'est personnel. Une deuxième manière de faire, c'est ce qu'on appelle l'approche binaire, et c'est de plus en plus, ça rentre de plus en plus dans les formations des enseignants, à l'université, mais aussi dans les autres types d'enseignement, c'est tout ce qui peut être le peer observation ou bien le mentorat. Alors là, on peut avoir différents types. Soit c'est un enseignant expert qui va se coupler avec un enseignant dit novice, donc quelqu'un qui démarre, et c'est pas du tout pour dire « regarde, moi l'expert et toi le novice, je vais tout te dire », c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que tous les deux vont avoir une interactivité des questions naïves, mais c'est vrai que le novice va se sentir parrainé dans une institution et va peut-être plus facilement dire, mais tiens, quand je suis confrontée à tel type de questions liées aux interactions avec les étudiants ou tel problème au niveau des évaluations, comment toi tu as fait par rapport à ton expérience, comment toi tu as fait? Maintenant, il existe aussi des pairages où on prend des personnes de même niveau qui démarrent dans la carrière d'enseignant et qui, par leurs questions naïves, et là on peut même prendre des personnes de disciplines similaires, où là on va vraiment parler d'un même contenu, mais vous avez vu que parfois, en fonction de où on a appris nous-mêmes, on ne va pas vivre ces disciplines différemment et on va apprendre comme ça. Donc on va avoir des questions naïves sur « Tiens, mais toi, comment tu faisais ça ou comment tu as appris ça? Ah oui, tiens, ben, j'y ai jamais pensé, je vais donc l'intégrer. » Mais aussi, on peut avoir des personnes de disciplines différentes et qui vont, par exemple, dans le cadre d'une unité d'enseignement, si le logopède doit travailler avec le physicien et qu'ensemble, ils ont une unité, par exemple, liée à la phonétique, eh bien, c'est de se dire, tiens, par rapport à ce même public, puisqu'on les a les uns à la suite des autres, comment est-ce que tu fais et comment je peux faire le lien avec le contenu que tu vas voir après, etc. Et donc, cette observation peut vraiment amener aussi à avoir cette réflexion et des conseils éventuellement pour bouger. Et puis, l'approche collective, qui est peut-être la forme d'approche que vous connaissez peut-être le plus, qui va être liée à des partages de pratiques, que ce soit les midis pédagogiques, que ce soit des ateliers, que ce soit des formations, où on va se rendre compte dans les questions des uns ou des autres que quand un formateur pose une question ou présente un nouveau concept pédagogique, il va y avoir une intervention de quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, dans ma discipline, ce que vous expliquez là, voilà comment j'ai fait pour le transposer. » Ou bien « Oui, mais dans ma discipline, je ne vois pas comment je pourrais mettre ça, et donc comment est-ce que qu'est-ce que vous pourriez conseiller ?» Et puis quelqu'un va intervenir en disant peut-être que tu pourrais faire comme ça, etc. Et donc ce partage de pratique permet aussi de prendre conscience de son fonctionnement, mais aussi de ce qui se fait ailleurs dans d'autres disciplines. Voilà, j'en arrive à la conclusion, avec une petite faute, désolée. Donc, la nécessité de structurer des activités visant le développement du savoir technopédagogique disciplinaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir structurer ces activités, que ce soit donc se dire personnellement, individuellement, voilà le temps que j'y consacre, mais sinon, les institutions, comment on peut faire les pairages en binôme ou les ateliers.
Ça demande un temps et un encadrement nécessaires. C'est pour ça que dans les interventions, il y a quand même, dans les intervenants de cette matinée, des personnes qui ont ces rôles-là d'encadrer des équipes. Comment ça se met pratiquement sur le terrain, comment ça se passe, à quoi il faut faire attention. Cette prise de conscience que dans le travail collectif, chaque personne arrive avec son type de fonctionnement qui est complexe. Là, vous avez vu la complexité du modèle. On a chacun ça dans notre tête quand on enseigne. Et donc, les autres aussi ont ça dans leur tête. Et donc, voilà, c'est important, évidemment, de pouvoir en tenir compte.